que c'est un podcast, il y a zéro intro. Direct, on rentre dans le vif du sujet. Je te connais, donc ça va. Ouais. Je suis habitué. Donc, Amélia, elle a fermé la porte. C'est good du côté de Mohamed Kabir. Donc, all right. Donc, je te pose la question. T'as pensé un jour que tu viendrais vivre ici à Marrakech, passer de Londres à Marrakech? Jamais. Jamais dire jamais. Mais non. Pourquoi? Parce que... Alors, je suis originaire du Maroc, okay, comme tu dois le savoir. Et en fait, donc, mes parents sont nés à Casablanca. Et je venais chaque année. Et je suis des vieux quartiers de Casablanca, limite, je ne vais pas dire ghetto, mais chaud, de Casablanca. Ça s'appelle Dar Sultan. Je suis de là-bas. Et en fait, chaque été, depuis très jeune, on passait un mois, 2 mois sur le Maroc. Et c'est vrai que quand tu es très jeune, mais tu ne bouges pas. Tu restes dans le quartier. Et donc, l'image que j'avais du Maroc n'était pas l'image que j'ai aujourd'hui à Marrakech, avec tout ce qui se passe, avec tout le côté touristique, avec mon côté professionnel. Donc, pour moi, c'était, à l'époque, on va dire, c'était jamais envisageable d'aller vivre au Maroc, sachant que j'avais une image du Maroc qui était très restreinte. En fait. Donc, non. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Quelle image tu as aujourd'hui du Maroc? J'ai l'impression que tout se développe, même très vite. Les infrastructures se développent à un niveau inimaginable. Et surtout, pour moi qui est aujourd'hui dans la restauration, on va dire, il y a beaucoup à faire. Tout le monde veut venir. Et la manière, c'est comment. Et donc j'ai une image de Marrakech qui est très belle. Même quand je venais l'année dernière, je n'avais pas vraiment prévu de vivre ici. Mais quand tu es en t-shirt toute l'année, moi qui arrive de Londres, il fait très froid. Ça m'a fait un petit choc, un choc de niveau de vie, on va dire. On ne parle pas financier, mais on parle en termes de journalier. Quelle est ta vie tous les jours en t-shirt, avec des opportunités, avec voilà, juste un niveau de vie qui est complètement différent de ce que j'avais l'habitude à Londres. Alors, tu vas voir dans la suite de ce moment de partage, pour pas dire entretien, dans la suite de ce moment de partage, moi, je vais essayer de me détacher un maximum des faits pour être vraiment le moins factuel possible, peut-être plus dans l'émotionnel, de manière à ce que, par exemple, toute personne qui a des origines péruviennes, des origines indonésiennes, puisse se reconnaître également dans ce partage qu'on va avoir. Je vais te donner un exemple. Je te pose la question. Hein. Selon toi, qu'est-ce qui amène quelqu'un à se reconnecter à ses origines? Déjà, la langue. Numéro 1. Déjà, si tu parles la langue, tu as une longueur d'avance sur une autre personne qui ne parle pas la langue. Et de notre côté aussi, c'est... Pour moi, il y a quand même un passé avec le Maroc, parce que je suis d'origine marocaine, je suis né en France, j'ai grandi en France, et je suis parti depuis 15 ans en Angleterre, avec une culture complètement différente de la française, complètement différente de la marocaine. Mais ma première langue, même si aujourd'hui c'est plutôt le français qui est ma langue natale, mais depuis ma naissance, ma mère me parle en darija, en marocain. Donc indirectement, ma première langue, c'est le marocain. Donc le fait que je comprenne, que je parle la langue, le dialecte, surtout parce que le marocain est un dialecte, beaucoup de personnes, et là je pense que beaucoup de personnes seront étonnées, les non-marocains ou non-maghrébins, le marocain ne s'écrit pas. C'est un dialecte. On est d'accord. Donc le dialecte marocain, je le parle. J'ai passé chaque année 1 à 2 mois pendant les vacances au Maroc. Donc je connais le Maroc au fin fond. Je viens des quartiers à l'époque qui étaient très durs, comme Dar Sultan, que tu dois peut-être pas connaître. Donc voilà, tous les Marocains vont connaître, de Casa vont connaître le quartier Dar Sultan. Donc j'ai vécu quelques mois, on va dire, chaque année, plutôt quelques semaines, chaque année au Maroc. Donc je connais le Maroc familial, je connais le Maroc de mes parents, le Maroc de mon père, le quartier de mon père, le quartier de ma mère. Donc j'ai déjà une expérience Maroc depuis
enfant. Après y vivre, j'avais jamais vécu au Maroc, ce qui est une chose complètement différente. Et de notre côté, en étant à Marrakech, la vie de Marrakech n'est pas la vie de Casa, et la vie à Casa surtout n'est pas la même vie dans un quartier de luxe ou un quartier, on va dire, un peu difficile. Euh, donc renouer avec son pays d'origine, pour moi, c'est pas si compliqué, parce que je connais la langue et je connais les codes, je connais les humeurs, je connais les joies, je connais les blagues, je connais donc pour moi c'est pas si compliqué en fait. C'est ce que je me dis. Une vie de rêve pour toi, c'est quoi? La vie de rêve, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. La vie de rêve, elle n'est pas déterminée que par le côté financier. Parce que beaucoup de gens disent, oh, la vie de rêve, c'est quoi? C'est d'avoir un bateau, d'avoir une grosse voiture, d'avoir une grande maison. Si dans ta tête, t'es pas bien, mais c'est pas une vie de rêve pour moi. Donc ta vie de rêve, pour moi, elle est dans ta tête et tu te fais ta vie. Tu te fais tes... Après, je dis pas que tout est rose, tout est beau dans la vie. Tu te fais ta vie. Et si ça va pas, ben, tu la changes. Ou tu essayes de la changer. Donc la belle vie, pour moi, c'est d'être serein dans ma tête. Comment ça marche, ça, changer de vie? Si on part sur le côté professionnel, par exemple, je me rappelle, c'est des discussions que j'ai eues pendant des années. Donc, avant la restauration, comme tu sais, j'étais à l'ambassade de France. Ta femme m'a connu à l'ambassade de France, par exemple. Donc, j'ai bossé à l'ambassade de France pendant 11 ans. Et c'est vrai que sur place, moi, j'étais heureux. Tout allait bien. La vie est belle, j'avais mon petit job, tout va bien. Et c'est vrai que souvent, avec des collègues qui étaient très malheureux et qui se plaignaient très souvent. Mais pour moi, c'est un bon exemple. Si je leur disais, écoute, t'es pas content, mais change de travail. Peut-être que tu seras plus heureux dans un autre travail, peut-être que tes attentes seront meilleures. Donc change, il faut juste changer. Donc c'est là où je dis, il faut changer ton... Je pense qu'il faut changer quelque chose. Ça peut être travail. Demain, t'es pas heureux avec ta femme ou t'es pas heureux avec ta petite copine, ben, il faut pas se forcer. C'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi est-ce que certains ont tendance à se forcer? La peur du changement, je pense. La peur du changement peut bloquer une personne qui rejoint la vie est belle si tout va bien dans ta tête. Okay. Donc les gens auraient tendance à préférer une situation inconfortable parfois. Je n'ai pas dit préférer. Alors, non. Certaines personnes peuvent être bloquées psychologiquement. Je dirais plus ça. D'accord. La peur du changement fait que tu restes sur une même vie et tu laisses ta vie passer comme ça. C'est ce que je me dis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué, qu'on a peur de changer, mais que on est bloqué? Mais il faut en parler. C'est ce que je me dis. Il faut en parler. Il faut en parler autour. Et trouver des solutions. Selon toi, quelle serait cette petite solution, tu vois, qui marcherait systématiquement dès qu'on est bloqué? Avoir des bonnes personnes autour de soi qui sachent très bien conseiller. T'es fort pour ça. J'imagine que tu l'es aussi, je pense. D'ailleurs, je vous rappelle cette longue conversation qu'on a pu avoir dans laquelle j'ai eu le sentiment, je crois que c'est la première fois que j'avais le sentiment d'avoir une sorte de grand frère d'humanité qui prenait ce temps pour nous, qui nous faisait plonger dans son univers, dans son monde, et en même temps qui nous partageait sa vision sans forcément comprendre pourquoi, mais comme le sentiment qu'il y a un immense cadeau et qui c'est juste le moment de l'accueillir. Oui, mais après ça serait difficile pour moi de m'envoyer des fleurs, tout va bien, je sais conseiller, je suis un bon. Mais beaucoup de personnes m'ont aidé aussi, beaucoup de personnes d'expérience surtout. Alors, ça complète aussi ce que je disais avant. Des gens d'expérience peuvent peut-être te conseiller mieux que d'autres personnes sans expérience. Donc il suffit d'écouter. Ce que je me dis. Voilà. Alors, selon toi, tu conseillerais d'aller chercher ces gens d'expérience ou ils viennent naturellement quand on emprunte le chemin? Mais
Mais ça dépend de ta motivation. Tu sais, il y a des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, qui discutent avec tout le monde. Et c'est des personnes qui ont beaucoup plus de facilité. Parce que si tu as la facilité de parler avec les gens, de partager, etc., c'est à toi de prendre le pour et le contre de tes discussions avec des personnes même inconnues. Hein. Une personne inconnue peut te changer ta vie. Aussi simple que ça. Donc je pense plus qu'il faut être ouvert au partage. Et être ouvert à l'échange. C'est ce que je me dis. Est-ce que tu as le souvenir justement d'une personne inconnue un jour avec qui tu as eu une conversation qui t'a impacté, t'a bouleversé? Mais moi, je parle tout le temps. Je parle tout le temps avec les gens. J'absorbe. Alors, est-ce que je me rappelle d'une personne qui m'a changé ma vie? Il y a tellement d'exemples. J'ai beaucoup d'exemples, mais un entretien peut changer ta vie. Moi, mon entretien à l'ambassade de France m'a changé ma vie. Et lorsque j'ai discuté avec cette personne-là qui m'avait embauché, Jean-Pierre Brunet, je peux même donner le nom. Et en discutant, il me dit voilà, tu me rappelles, moi, quand je suis arrivé à Londres. Parce qu'en fait, je travaillais dans un restaurant, je nettoyais les chiottes, je balayais des terrasses. Et il me dit mais j'ai fait la même chose. Aujourd'hui, je suis vice-consul. Et en fait, je pense que c'est l'une des personnes dans ma vie, il y en a eu plusieurs, qui m'a tendu la perche. Qui m'a dit, j'aime bien ton personnage, viens avec nous. Et des personnes comme ça, il y en a. Il y en a. Mais si tu ne bouges pas, ça n'arrivera pas. Donc il y a des gens bons. Il y a des gens bons tu vas croiser des gens bons comme tu vas croiser des gens mauvais. Mais des personnes, bien sûr, m'ont aidé dans ma vie. C'est clair. Tout seul, on refait pas le monde. T'as appris quoi sur toi bon, je reprends la formulation que t'as employée, mais t'as appris quoi sur toi en nettoyant les chiottes? Mais en fait, c'est pas... Alors... Mais c'est pas en nettoyant les chiottes que je vais apprendre quelque chose. D'accord. Mais si je parle de mon passage France-Angleterre, France, j'étais commercial. Ça va, je gagne ma vie. J'arrive en Angleterre à nettoyer les chiottes. Je parle pas la langue. Compliqué, mais en fait, c'est un sujet intéressant. Tu te testes aussi. Ça te permet de te tester, de revenir. C'est pas être en bas. Attends, nettoyer les chiottes. Je donne tout mon respect à toutes les personnes qui nettoient les chiottes. Et s'il faut le refaire, je le referai. J'ai aucun problème sur ça. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est surtout le passage de changement de pays avec une langue que je ne maîtrisais pas. C'est ça qui est plus intéressant. Et on commence par ce qu'on trouve, parce que je ne trouvais pas de travail à la base quand je suis arrivé en Angleterre. Je n'avais pas d'oseille, je n'avais pas de thune, je n'avais rien. Je suis parti là-bas avec 500 € dans les poches, avec un ami, Ahmed Aladja, qui m'avait aidé. Il m'avait trouvé un logement, il m'avait trouvé une chambre. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et en fait, quand je cherche du travail, je n'arrive pas trop à m'exprimer, donc je galérais pendant 2-3 mois. Et je trouve, en fait, ce restaurant pour nettoyer les chiottes et pour ramasser les terrasses, etc. Et je me dis, je prends, on y va, here we go. Et ça va m'ouvrir l'esprit sur comment discuter, comment parler, essayer de parler l'anglais. Et de là, je vais peut-être me connecter et on verra. Et donc, être ouvert. Donc je pars sur cette ouverture. Après, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi parce que je ne gagnais pas bien ma vie. Et j'ai une anecdote sur ça qui est assez marrante. C'est que toutes les 2-3 semaines, j'essayais quand même de rentrer dans ma ville natale où il y avait mes parents. Et chaque fois que je rentrais, je perdais du poids. Mais je perdais du poids parce que je sautais les repas, en fait. Et j'avais perdu 7 kilos, il me semble, en 6 mois. Les 5 premiers mois. Pendant 5 mois, je travaillais dans cet endroit-là, je me rappelle. J'ai perdu 7 kilos. Et chaque fois que je rentrais, ma mère me disait, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, maman, je fais du sport tous les jours, je cours. Putain, je suis bien. Moi, j'avais pas d'oseille, en fait. Mais ça, je ne sais même pas si elle sait. Je sais même pas si elle est au courant. Non, elle n'est pas au courant. Et c'est des années. Mais par contre, j'étais ultra heureux. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais vraiment, vraiment content. Je me dis, putain, je suis là, j'ai trouvé un taf, même si c'est Dieu.
allez, je suis encore jeune, j'ai du temps, et il y a tout à faire. Et en fait, c'est pour ça que je te dis depuis le départ, dans notre première discussion, la joie, elle est dans ta tête. J'aurais pu être triste à me dire, ah, voilà, je nettoie des chiottes, je balaye toutes les terrasses tous les jours. Mais non, j'étais content, j'étais souriant. Et souvent, ce qui était marrant, c'est que j'avais des Anglais, en fait, avec qui je bossais, et on arrivait, c'était très difficile à communiquer, et ils me disaient, pourquoi tu souris tout le temps? Je dis, je suis heureux, tout va bien. Et voilà, donc ça rejoint notre, en fait, le début de notre discussion, c'est que tout est dans ta tête, en fait. Après, beaucoup de gens peuvent dire, oui, mais si tu as une maladie, là, on parle d'un cas assez différent. Mais voilà, ouais. Tout est dans la tête. Alors, moi, en l'occurrence, et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que nettoyer les chiottes, ça me fait penser à l'armée. Moi, j'ai passé près de 10 ans dans l'armée de réserve, et quand t'es première classe, à chaque fois, les caporaux, les sergents demandent qui est volontaire. Mais tu sais pas pourquoi. Ouais. On dit juste, ouais, 2 volontaires. Hop. Et quand tu lèves la main, bah, tu sais pas, tout peut t'arriver. Et parfois, c'est les toilettes qui arrivent. Et donc, se dire, j'ai été ouvert à toutes les opportunités possibles et à ça qui se présente à moi aujourd'hui, quand tu rejoins ton bus rempli avec tes camarades et que tu te dis, moi, je l'ai fait. Eux, ils l'ont pas fait. Ils sont restés assis là. Ils avaient rien d'autre à faire que d'attendre. Bah, il y a un sentiment de satisfaction. Mmh. Et il y a un sentiment de, ah, moi, j'ai fait quelque chose de plus que. Donc, c'est quoi, la prochaine fois, peu importe, je me porterai volontaire. Et aujourd'hui, c'est les toilettes. Souvent, c'était aussi parfois pour des moments sympathiques, qui est volontaire, et vous deux partez en pause. Voilà. Prenez un café. Ou vous deux, voilà, on va aller vivre un moment, je ne sais où, embarquer dans la voiture. Et donc, c'est s'ouvrir à toutes les opportunités. Moi, aujourd'hui, j'associe ça à ça. Et j'étais curieux de savoir, toi, l'ouverture du champ des possibles, des opportunités. Ben, oui, bon, sachant que j'avais pas le choix aussi. Mm. Il fallait payer la chambre à l'époque. Et manger, surtout. Donc c'est pour ça que je te disais, je sautais vraiment des repas. Mais après, je peux pas dire que je suis pas victime du tout. Au contraire, j'ai vécu des choses extraordinaires, rencontré des gens, et ensuite, donc, j'atteins l'ambassade, tout va bien. Et là, bon, le niveau de vie change, les quartiers changent, et là, on part sur une autre sphère. Mais voilà. Dans tes moments de difficulté, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Ben l'envie de grossir, en fait, l'envie pas de grossir physiquement, parce que même si en ce moment je mange bien à Marrakech, mais l'envie d'évoluer surtout. C'est plutôt l'envie d'évoluer. Et l'envie d'évoluer, c'est nos limites. Il y a pas de limite. L'envie d'évoluer, envie d'ouvrir, envie d'ouvrir des business, envie d'acheter, envie de faire ça, envie de faire ça. Après, c'est plutôt l'envie d'avancer. Très bien. Avancer, évoluer, grandir, grossir, jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à que ton cerveau reste heureux. Okay. Aussi simple que ça. Bien vivre. Ouais. Au milieu de tout ça, qu'est-ce qui va venir apporter peut-être de la tristesse? Qu'est-ce qui va venir apporter des complications? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué pour toi dans cette vie? Compliqué pour moi dans cette vie, alors globalement, ou dans une ville, ou dans une vie, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué pour toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué selon toi? Écoute, tu parles à une personne qui est majoritairement heureuse, donc je suis quand même heureux. Tout va bien jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? L'humain, peut-être. Ouais, l'humain est compliqué. C'est ce que je me dis. La seule chose qui me vient en tête, c'est l'humain, la relation humaine. Donc, tu peux faire confiance à des gens qui ne sont pas fiables, par exemple. Ça, c'est compliqué. Comment être sûr que tu peux faire confiance à la personne en face? Être sûr de faire confiance. Sinon, il n'y aurait pas de divorce, par exemple. Il n'y aurait pas de divorce, il n'y aurait pas de conflit amical, il n'y aurait pas de tout ça. Donc, non, tu n'es jamais sûr. Comment alors évoluer dans une relation là où on n'est jamais sûr? Eh bien, il faut faire confiance jusqu'au jour
passe ce qui doit se passer. Donc le plus compliqué, c'est ça. Mais bon, principalement, je fais confiance aux gens. Et après, s'il y a des problèmes, on trouvera des solutions. T'as tendance à pardonner vite, oublier vite, ou qu'est-ce qui se passe justement quand on vient trahir ta confiance? Pardonner, oui ou non, mais passer à autre chose, oui. Ouais. Bah, il faut, sinon tu n'avances pas. Sinon tu restes bloqué sur un sujet qui n'a pas de sujet, peut-être. C'est ce que je me dis. Quelle recommandation tu pourrais faire à quelqu'un qui attend? Passer à autre chose. Alors, quelle recommandation tu pourrais faire à quelqu'un pour qu'il passe à autre chose? C'est compliqué. C'est peut-être compliqué à entendre, c'est compliqué à réaliser, c'est compliqué à vivre. Émotionnellement, en fait, on est tous différents. Donc, émotionnellement, par exemple, on est tous différents. Mais le seul conseil, c'est de penser à soi-même aussi. Je pense à mon conseil. Faut réfléchir à son bien-être, je pense. Avant tout. Et quand on a tendance justement à être toujours orienté vers le bien-être des autres, à vouloir les aider, les protéger, il faut d'abord penser à soi, à avoir son bien-être, et ensuite les autres. C'est ce que je me dis. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu penses quoi? Que c'est la meilleure chose à faire. Ce serait quoi la pire? La pire, c'est La pire, ça serait de se négliger. Pour moi, ça serait la pire. Ça te fait sourire. Je t'attendais pas à ça. Ah, je m'attendais pas à ça. Et justement, pour toi, se négliger, ça se traduit par quoi? Se négliger, de ne pas se réveiller le matin, de faire n'importe quoi, de se droguer, par exemple, de ne pas avoir d'ambition, par exemple. Je pense que tu as dû rencontrer des gens qui n'ont pas d'ambition. Est-ce que c'est des gens heureux? Je doute. Donc voilà. Donc, ambition et bonheur, ambition et être heureux, ça serait lié? Ouais. Dans quelle mesure l'ambition est liée au bonheur? Mais si tu n'as pas d'ambition, aussi simple que ça, c'est que tu te réveilles le matin sans but, tu passes ta journée à faire quoi? Est-ce que tu penses à une évolution? Si tu ne penses pas à évoluer, mais tu restes à la maison. En fait, je ne vois pas où il est le bonheur sans ambition. Parce que moi, quand tu me dis ça, j'ai les images des habitants de l'Atlas. Ouais. J'ai les images, on a fait l'ascension du mont Toubkal dernièrement. Okay. Et quand on est redescendu, on a rencontré plein de populations qui gardaient des chèvres. Apparemment, l'été, ils passent 2 mois dans ces régions-là. Parce qu'il fait frais, parce qu'il y a de quoi manger pour les chèvres. Et je me demande, je leur ai pas posé la question, mais je serais curieux de savoir c'est quoi l'ambition d'un berger. Les chèvres. Ouais. T'as la réponse. S'occuper des chèvres, c'est leur ambition. Donc ça pourrait être une ambition. Bah, sinon, tu t'occupes pas des chèvres. Tu te laisses vivre. Mais non, c'est un exemple. Mais je doute que ces personnes-là n'aient pas d'ambition. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si c'est une ambition ou simplement un projet. Peut-être que j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Ça peut être une ambition. J'ai tendance à associer l'ambition à vraiment quelque chose qui a une ampleur, tu vois. Pour moi, ambition, c'est... Alors, si on prend l'exemple des gens que tu as rencontrés, comment font-ils pour manger, d'après toi? Comment font-ils pour s'occuper? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et là, tu me dis, ces gens-là s'occupent de chèvres pendant 2 mois. Pour moi, c'est une ambition. L'ambition, c'est peut-être d'avoir plus de chèvres. Peut-être qu'elles soient en meilleure santé. Ou peut-être que c'est des chèvres qui seront revendues chaque année, pendant l'Aïd. Je ne sais pas. Alors, l'ambition, est-ce que c'est quelque chose qui se visualise? C'est quelque chose qui se chiffre? Il faut avoir une stratégie pour l'atteindre? Quel rapport avoir à l'ambition? L'ambition et être ambitieux, c'est avoir des intérêts à évoluer. Et des fois, tu n'es pas en contrôle toujours de tes ambitions. C'est difficile. Sinon, demain, je vais te dire, je vais être millionnaire demain. Je
je peux me battre pour être millionnaire, mais peut-être que je ne le serai pas. Pourquoi? Parce que tout n'est pas à portée de main. C'est ce que je me dis. Je pense. T'as toujours été au clair sur ce que tu voulais? Oui. Ouais. T'as hésité pendant un moment, après, non, ouais, bah oui. Ah oui. Ouais, complètement. Toujours. Toujours être heureux. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Si tu es heureux au fond de toi, il peut se passer plein de trucs. Du moment que tu te réveilles et que tu es bien, rien peut t'atteindre. Comment s'assurer de se réveiller chaque matin en étant en bonne prédisposition pour être bien? Mais en fait, moi je pense que je vis la vie comme elle vient, même si j'ai plusieurs projets, et j'essaie d'avancer. Et tout le matin, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je peux avancer? Comment je peux modifier? Et voilà. Et ça me donne de l'énergie chaque jour. Chaque jour, je me dis, je vais peut-être rencontrer une personne intéressante. Chaque jour, je vais peut-être aider quelqu'un d'intéressant. Peut-être quelqu'un a besoin de moi, je ne sais pas. Et voilà. Les abeilles, elles expriment comment la joie? Je pense qu'elles dansent, elles font le waggle dance. Elles communiquent en dansant. D'accord. Bien sûr. Mais tu sais, le monde des abeilles, c'est un monde assez différent. Et elles sont nées pour une mission précise, on va dire. Donc peut-être qu'elles sont plus heureuses que nous. Mais les workers, la plupart des abeilles ne vivent pas très longtemps. Elles vivent 5 semaines. D'accord. Sauf la reine qui vit 5 ans. Okay. Et tu vois, tu savais pas ça. Non, je connais tellement rien aux abeilles. Donc elles ont un projet, comme nous. Mon projet, c'est de rester heureux. Et leur projet, c'est d'être différent et d'aller butiner. Et ces abeilles, elles naissent avec leur mission ou ça elles naissent comme ça, ouais. Avec c'est une ambition dans les gènes, on va dire. C'est automatique. D'accord. Donc une abeille, une travailleuse, c'est ça? Ouais. Une travailleuse, elle va forcément donner naissance à une travailleuse aussi ou pas forcément? Alors c'est la reine qui donne naissance. D'accord. À une abeille, en fait. Lorsqu'elle les nourrit de miel, de pollen et de gelée royale, ça devient une abeille worker. Si la reine a un problème et qu'il faut la changer, elle nourrit l'abeille seulement avec la gelée royale qui devient une reine. C'est un autre monde. Et la reine, comment est-ce qu'elle est choisie au milieu des abeilles? En fait, c'est les autres abeilles en fait qui choisissent plusieurs larves qui seront nourries seulement de gelée royale. Okay. Il peut y en avoir 10, 15, plusieurs. Et celle qui sort devient la reine. La première qui sort devient la reine. Mais elle est choisie sur la base de quoi? Sur la base de la larve. Comment on la nourrit? La larve est nourrie seulement de gelée royale. D'où l'abeille royale. D'accord. Bah, juste faire une petite pause pour leur... Parce que des fois, ils meurent de froid, c'est ça? Il y a quoi? Les bouteilles d'eau? Ouais. Oui, je me suis dit, on va les laisser, c'est pas grave. En fait, est-ce qu'elles apparaissent dans ce champ? Ouais. On le met à l'extérieur. Ouais. Non, c'est bon. Moi, ça me dérange pas de la mettre en dessous, mais c'est pour Khalid, Moi, tu non, vois. ça va, je peux même la mettre en dessous, moi. Ouais. Ça marche. Merci. C'est bon pour toi, Khalid? Tout va bien. Merci. Donc, tu me parlait disais de joie, on parlait de gelée royale et de la sélection des abeilles. Exactement. Comment elles choisissent ces larves qui vont devenir les larves qui sont dans les alvéoles, en fait, certaines sont nourries seulement avec de la gelée royale, ce qui donnera naissance à une nouvelle reine. C'est comme ça que ça se passe. Mais elles les choisissent comment, ces larves? C'est intuitif? Exactement. Elles vont choisir quelques-unes.
et se dire on va remplacer la reine. Ah, donc du vivant de la reine, Mais lui s'en prépare. ou soit elle a un virus, soit on la retrouve plus. Et en fait, souvent ça se passe comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois à Londres, par exemple. D'accord. Et là, je peux pas, genre, je ferai un masterclass en parlant Ouais, pendant 1 heure. j'imagine. Mais ouais, c'est passionnant et c'est surtout naturel et pour moi c'est limite religieux. C'est du miracle. Pourquoi il n'y a pas de roi chez les abeilles? Mais faut demander à Dieu. Il y a des mâles, mais c'est pas des rois, c'est vrai. Il y a des, mais c'est comme ça. Je pourrais pas t'expliquer. Là, il faudrait qu'on fasse une thèse Ouais. et qu'on demande à des scientifiques pourquoi tout est basé sur une reine. C'est fou quand même que toi, t'as Pose jamais des réfléchi. questions marrantes. Ah ouais? C'est comme ça. C'est le système qui est fait de reine. Moi, la question que je me pose, c'est aussi quel message ça nous envoie à nous humains, tu vois, sur la place de la femme La dans femme est importante, l'écosystème. même religieusement. Après, je pense que t'es musulman comme moi, donc la place de la femme est importante. Tu sors d'une femme. Toi aussi. Sans maman, on n'est pas là. Hmm. Toi, justement, ta maman, en quoi est-ce qu'elle t'a aidé à devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense qu'elle m'a laissé faire ce que je voulais. C'est plus, euh, c'est plus ça. J'ai pas eu de parents en contrôle, tout simplement. Et c'est une éducation, j'ai pas dit risquée, mais je pense le fait que j'ai pas eu de restrictions dans ma vie font que je dis pourquoi pas prendre des risques. J'aimerais faire ça, ça, ça. J'ai jamais eu une personne qui m'a dit non, 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 fais pas ça, ça c'est pas bon. Faut que tu prennes cette direction. J'étais libre. Et ça c'est important. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'elle t'ait donné cette liberté? La confiance, je sais pas. Faut lui demander. Tu lui as jamais demandé? Non, non parce que tout va bien. Je veux dire, ça va. Donc j'ai pas de questions précises à dire. Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Pourquoi tu m'as laissé partir à l'étranger? Pourquoi tu m'as laissé... Non, non, ça s'est passé naturellement, sans restriction, et tout va bien. Ouais, avec tout le respect que j'ai Ouais. pour ta maman, hein, je serais curieux de savoir c'est quoi sa réponse. Qu'est-ce qui fait que, sachant Je vous qu'elle vous a demanderai. tous laissé la liberté ou c'est toi spécifiquement? Non, 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 on était tous libres. Non, tous libres. De toute façon, moi, voilà, je suis pas une personne qui boit, qui fume, qui fait un peu n'importe quoi. Et je pense que ça, mes parents le savaient très rapidement. Donc, j'ai jamais eu de la confiance, en fait. Donc, Et qu'est-ce qui t'amène, toi, à douter de toi? mais je doute pas de moi. C'est toi qui dis ça. Ah, moi, je pose la question, hein. Je sais pas. Ah non, non, non. confirmé. Ah parce non, que non, je absolument doutais. pas. Ah non, je non, doute non. pas. Non, j'ai aucun Non, doute. non, c'est vraiment, toi, je me dis, est-ce Non, j'ai que, pas de doute. ouais, ça t'arrive jamais de, Et douter de quoi de ma personnalité, sois plus précis. alors moi, justement, je te pose cette question de manière la plus ouverte possible pour que toi, tu l'accueilles et voir comment elle résonne en toi. Dans ces moments que tu as pu avoir de doute, comment est-ce que tu as géré ça? Tu as un doute sur. Mais en fait, c'est très compliqué, difficile pour moi de répondre parce que je suis un fonceur, je suis une personne qui fonce. Et je me dis, il faut pas que je regrette. Donc quand je fonce, c'est que même si c'est un mauvais choix, je me dis, mais j'ai essayé. Donc c'est difficile de se dire, je doute. Mhm. Pour moi, il faut pas que je doute. Si je doute, j'essaie pas. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de répondre. Donc, toi, dès qu'il y a une part de doute, tu vas pas creuser plus loin, tu sais que ça, c'est même pas un chemin à non, prendre mais peut-être. si c'est un doute, c'est que c'est pas. Je pense que c'est pas la bonne direction. Donc si c'est pas la direction, je la prends pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais plutôt favoriser celle où je pense qu'il faut foncer.
Et le doute, soit tu fonces pas. Si tu pouvais justement peut-être partager 5 clés, 5 fondamentaux. C'est précis. Hein? C'est précis. Ouais, j'aime bien le chiffre 5 en plus. Okay. Donc, il y avait 5 fondamentaux qui t'ont permis justement de connaître le parcours que tu as connu. Si tu pouvais les synthétiser, 5 fondamentaux, 5 clés du succès. Moi, j'ai envie de l'appeler un succès. On peut l'appeler un succès? Très difficile pour moi de dire succès. Alors, quel mot correspondrait le plus? Pour moi, le succès, c'est 5 minutes avant de mourir si ce que je laisse derrière moi est positif. Le succès, il est, je sais pas, c'est quoi le succès? Pour toi, c'est quoi le succès? Et après, je répondrai à tes 5 fondamentaux. Pour moi, c'est quoi le succès? C'est pas en lien avec la valeur de ce qu'on va créer à l'instant, mais c'est en lien avec l'héritage qu'on va laisser derrière soi. Donc, c'est pas important pour moi de laisser un arbre fruitier. Par contre, je pense que c'est essentiel pour moi de savoir que j'ai planté, j'ai laissé une forêt d'arbres fruitiers dont moi je vais pas forcément profiter, mais qui sera profitable à quelqu'un derrière. Donc c'est du succès après ta mort. Ouais, aussi. Ok. C'est intéressant. Ok. Bon, pour moi, le succès, c'est pas quelque chose qui se savoure dans l'instant présent et de son vivant. C'est marrant, c'est intéressant. Moi, le succès, c'est différent. Moi, le succès, c'est être heureux. Moi, c'est un succès d'être heureux. Vraiment. D'être heureux, de vivre en communauté, même si des fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais le succès, pour moi, c'est être heureux. Et après, c'est une avant de mourir. Je vais me dire, bon, est-ce que j'ai des enfants? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Je peux partir. C'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Pour moi, ce que tu décris là, je l'associe à un état. C'est-à-dire que ça, c'est l'état. Tu sais, c'est ce fameux triangle être, faire, avoir. Ouais. Donc, être heureux, ça nous invite à faire les causes pour laisser un héritage qui sera profitable à des gens qui l'auront. Mmh. Et donc, le fait de travailler sur cet héritage, quand on referme ce triangle, ça nous renvoie au fait d'être heureux. Mais quelqu'un qui est malheureux, frustré, en colère, triste, peut-être que lui, il va faire autre chose pour combler justement ce manque, ce vide, qui va l'amener à avoir des substituts de succès ou des substituts de bonheur et qui vont le pousser à oublier de revenir à l'être. Ça te parle, ce triangle être, faire, avoir? Je connaissais pas, mais... ce triangle être, faire, avoir, il y a cette idée que le bonheur est un état. Est un état. Sauf que nous, ce que nous oublions, ou ce que nous avons tendance naturellement à faire, c'est justement faire des choses. Donc je fais une activité, je fais des projets qui nous permettent d'avoir de la valeur, d'avoir une maison, avoir une voiture. Et souvent, on se perd dans cette quête du bonheur qui est un état, on se perd dans l'avoir. On va chercher à avoir, bien sûr, à posséder, en oubliant de revenir à l'être. Mais celui qui revient constamment à l'être, en réalité, théoriquement, il pourrait rester toute une vie sans rien faire. Il pourrait rester toute une vie sans rien avoir. La joie est dans ta tête. Pardon ? La joie est dans ta tête. La joie est dans la tête. On revient. Alors moi, je trouve hyper intéressant que tu dises que la joie est dans la tête, parce que aussi il y a cette idée. Je sais pas si tu es familier à l'outil de l'énéagramme. Non, pas du tout. C'est un outil qui propose une répartition des personnalités psychologiques en 9 profils différents. Ça y est, je vois. Ça te parle ? Tu as eu l'occasion de le faire ? Alors, j'ai eu l'occasion de le faire. Il faudrait que je re-regarde dans mes... Alors, c'est un livre que j'avais lu. Ouais. Et quelle personne m'avait... Alors, c'est marrant parce qu'il faudrait que je me rappelle quel personnage j'étais. Parce que j'étais sur 2 personnages. Mais D'accord. Il faudrait que je reparte sur le book et t'en reparler. Et c'est la femme d'un ami que tout le monde connaît en France, de Julien Clerc, le chanteur Julien Clerc. D'accord. Donc, sa femme, en fait, fait absolument ce que tu décris.
D'accord. Et elle m'a dit, voilà, je vais t'interviewer. Donc, elle m'a fait l'interview. Non, elle t'a Ouais, parlé ouais. pendant l'interview de l'énagramme aussi? Mais c'était spécialement pour ça. Ah, ok. Et il faudrait que je peut-être prendre mon téléphone et Ouais. regarder les dernières discussions qu'on a eues. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu me disais, donc elle s'appelle Hélène, ce que tu disais sur ces 9 personnes. Bah, moi, j'ai une idée. Enfin, Ouais. j'aurais tendance à dire que tu serais sur le battant, le persévérance, la personnalité numéro 3 dans l'énéagramme. Et ce qui est fascinant dans cet outil, c'est que en réalité, dans notre essence, nous sommes les 9. Ouais. Et selon les déséquilibres qu'on va connaître dans notre environnement extérieur, on va avoir tendance à prendre les traits de caractère d'une autre personnalité, Ouais. mais presque de manière schématique. Par exemple, je peux te dire que le battant, le persévérant, quand il se déséquilibre, il finit par se désintégrer dans la personnalité du médiateur. D'accord. Et le battant, lui, ce qui va le stimuler au quotidien, sa conception de la réussite, il l'associe au fait d'avoir des objectifs. Ouais. J'atteins des objectifs chiffrables, mesurables, que moi je vois et que les autres voient Bien sûr. aussi. Donc là, je suis en train de réussir. Alors que le médiateur, lui, dans l'énéagramme, sa conception de la réussite, c'est je prends en compte les sensibilités de tout le monde. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute. Là, j'ai réussi ma vie. Sauf que chacune de ces personnalités a des traits de caractère égotiques. Quand on parle de lutte contre son ego, là, on a 9 archétypes qui nous permettent de comprendre notre ego, dans quelle catégorie il joue. Le médiateur, c'est quelqu'un qui a tendance à garder les choses pour lui. Il dit pas tout. Il faudrait que je regarde. C'est Le, intéressant. le battant, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas supporter l'échec. Même sur le plan relationnel, parfois. Il ne supporte pas l'échec. Donc, soit il va s'accrocher à une relation, soit au contraire, il va vite passer à autre chose. Il faudrait que je regarde les dernières discussions qu'on a eues sur mon téléphone. En tout Si cas, je regarde, je peux regarder. si tu souhaites regarder, vas-y. Moi, je suis curieux de savoir Donc, aussi. je suis la discussion qu'on avait eue avec Hélène. Et franchement, c'était assez marrant. Tu peux appeler. Ah non, c'était fait. On avait fait un appel. Séance d'interview, on était passé. Mais c'était assez marrant parce qu'elle m'avait tout détaillé, mais je pense que c'était au. J'ai le livre à la maison en plus. Même, je l'ai ramené à Marrakech en plus. D'accord. Ah, J'ai le livre à la maison, donc il faudrait que je. Bah écoute, Alors, récurrence on en s'est train de appelé. revenir. Alors, dominante épique. Je peux même la texter tout de suite. Ah bah écoute, Après, je sais pas si elle va avoir tout sur elle. Elle t'a associé à l'épicurien aussi, c'est ça? Alors, non, c'était moi. Alors, c'est moi qui lui avais dit plutôt de dominante épicurienne. D'accord. Et on avait fait un appel. Ouais. Je vais lui envoyer un texte tout de suite. Parce qu'en plus, l'épicurien et le battant, c'est ce qu'on appelle des faux jumeaux. Écoute, je lui ai envoyé un texte. Si elle répond, je vais lui dire quelle figure avais-tu vu sur moi. Donc, on va voir. On va voir si elle répond. Ok. Mais moi, après le livre, en fait, quand je l'avais lu, je lui avais dit, je pense que je pourrais me déterminer en figure dominante épicurienne, mais peut-être qu'elle avait vu 2 figures. Je vais essayer de la... Hâte de savoir et de découvrir, que ce soit maintenant ou plus tard. Ouais, si elle me texte, t'auras la réponse. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très épicurien derrière le fait de parler de joie, derrière le fait de pouvoir balayer comme ça, passer rapidement certaines choses. L'épicurien, c'est sa spécialité. Il a tendance à vraiment... En fait, son credo, c'est One Life. Ouais. One Life, donc faisons les choses. Aujourd'hui, t'as quel âge? 41. 41 ans. Quelle différence tu fais entre le Khalid de 41 ans et celui de 31? La différence entre 31 et 41, disons
Auparavant, j'étais, on va dire, j'étais plus à la recherche de plus d'opportunités. Et je suis toujours au même stade, mais beaucoup, beaucoup plus réfléchi. Pour une raison très simple, c'est que l'expérience te fait avancer. Donc, plus d'expérience, on va dire moins d'expérience, ambitieux, mais avec moins d'expérience, on va dire. Ambitieux, avec moins d'expérience. Ouais. Je dis ambitieux parce que je suis toujours ambitieux. Oui. On est d'accord. Avec moins d'expérience. Oh, c'est bon. L'expérience, elle peut s'acquérir sans échec? Oui, bien sûr. Bah, si tu as une très bonne idée qui marche dès le lancement, tu peux ne pas connaître l'échec. Ça serait la belle vie d'avoir ça. Pas d'échec. Mais l'échec aussi te fait évoluer, te fait apprendre, etc. Si tu avais le choix entre une vie là où tu ne peux faire qu'échouer et une vie là où tu ne peux faire que gagner, que connaître des Alors, j'ai succès. une question pour toi. Tu vois? Est-ce que, je retourne une question, est-ce que dans la vie où je fais que échouer, je serai heureux? Ou est-ce que dans la vie où je ne peux qu'y arriver, je serai malheureux? Alors j'ai une question pour toi. Vas-y, relance-moi la question. Est-ce que tu associes le bonheur à la notion d'échec et de succès? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, La réponse, elle est très simple. Je préfère gagner que d'échouer. pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu arrives à faire ce que tu imagines ou ce que tu entreprends, ben, c'est avec grande joie que tu vis ta vie comme ça, en évoluant. Donc l'échec, tu te remets toujours en question. L'échec, tu te remets, j'espère que les gens se remettent en question aussi. Tu apprends et tu essaies de faire les prochaines choses que tu vas faire seront plus approfondies selon ton échec. Donc oui, si tu gagnes, tout va bien. Ok. Qu'est-ce que l'échec nous apprend que la victoire ne nous apprend pas? Mais en fait, ça dépend parce que si tu gagnes en difficulté, il y a aussi ces détails-là. On peut partir dans les détails. Tu peux très bien gagner en difficulté. La difficulté t'apprend aussi. D'accord. Mais si tu gagnes sans difficulté, c'est que tu as été un génie. C'est simple que ça. Mais la difficulté fait que tu apprends beaucoup en difficulté, que tu gagnes ou pas. La difficulté te fait apprendre aussi. Après, il faut rentrer dans les détails faut être vraiment précis pour rentrer dans un détail. Mais ouais. Qu'est-ce que tu as appris, toi, des dernières difficultés que tu as traversées? Les dernières difficultés, c'est, encore une fois, je reviens sur l'humain. C'est pas... c'est plutôt l'humain. Ouais, plutôt l'humain. Alors, c'est plutôt l'humain. Mais qu'est-ce que tu as appris de plus en traversant ces difficultés en lien avec l'humain? Ça dépend si on parle si on parle côté business, on parle côté privé, ou on parle... On parle ouverture. On parle... voilà. Moi, j'accueille tout ce qu'il peut y ça. avoir. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris? D'être plus patient. Patient dans la vie. Faut foncer, mais il faut être patient certaines fois. Je pense que c'est ce que j'ai appris, la patience. Alors, comment jauger ce côté fonceur et ce besoin d'être patient? C'est la balance. Tu peux foncer sur un domaine et sur l'autre domaine, être un peu plus patient. C'est du jongle, tu jongles. Elle ressemblait à quoi elle ressemble à quoi la patience de tes parents? Mes parents, la patience de mes parents, regarde. Mon père est venu dans les années 70 en France, par exemple, du Maroc. Il a ramené ses frères. Il me semble qu'ils ont vécu dans le même appartement. Je suis pas très sûr, mais il me semble que ça s'était passé comme ça. Il avait ramené son petit frère qui
il avait 8 ans, je crois. Donc, il a élevé son tout petit frère. Donc, je pense que ça mérite patience. Ça, c'est un bon exemple pour moi. La patience vient aussi de la vision, du changement. Et voilà. Sur les 10 dernières années, tu as beaucoup changé? Oui. J'ai évolué, j'ai eu plus d'expérience. Oui, complètement. Changement de travail qui fait que j'ai pris de l'expérience sur d'autres choses. Changement de carrière fait que j'ai appris beaucoup d'autres choses. D'abord des employés aussi. J'avais jamais eu d'employés avant la restauration. Donc ça aussi, c'est une autre étape dans le côté professionnel. Donc ça m'a fait évoluer, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. D'avoir aussi des gens dépendants de toi financièrement, ça c'est compliqué. Donc oui, ça te fait évoluer. Dans tous les cas, un changement de carrière, ça te fait... de toute façon, on apprend tous les jours. Donc, moi, je suis toujours ouvert à apprendre. Tout le monde peut foncer comme toi, tu as tendance à penser? Non, c'est comme si tu me disais, tout le monde n'a pas peur. Non, tout le monde ne peut pas foncer. Qu'est-ce qu'il faut en soi, selon toi, hein, qu'est-ce qu'il faut en soi pour pouvoir foncer comme ça? Mais prendre des risques. Le facteur risque, je pense, est l'une des choses qui fait la différence entre deux personnes, un fonceur et une personne qui ne prend pas de risque. Qui peut rester employé, qui reste dans son travail, maison, vacances, tout va bien. Différent du mec qui prend des risques et qui se dit je peux tout perdre mais je peux tout gagner. Donc c'est le facteur risque qui fait la différence. Ça serait quoi le plus grand risque qu'on puisse prendre dans une vie? Le plus grand risque qu'on peut prendre dans une vie, ça fait sourire. Tu sais, c'est une question piège. J'aime bien te voir chercher en profondeur. Mais en fait, le plus grand risque, pour moi, mais chacun à sa hauteur, aussi simple que ça. Chaque personne a ses limites dans le risque. Mais si je parle de moi, c'est ça qu'on. Mais je suis un fonceur. J'ai pas de. Pour moi, je peux tout risquer. J'ai pas vraiment de peur entre guillemets. Je suis un risque. Après, attention, j'ai pas encore d'enfants. D'accord. Si demain j'ai des enfants, le risque aussi sera limité. Ok. On est d'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, le plus grand risque, si demain j'ai des enfants ou si un père de famille parle à ma place, je pense qu'il dirait je peux pas risquer tout. J'ai des enfants, j'ai des gens à nourrir à la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, non, j'ai pas vraiment de réponse à le plus gros risque que je prendrais. J'ai pris beaucoup de risques dans ma vie. Donc j'ai pas eu peur à faire du all-in. Tu vois. All-in. Mohamed Kabir m'a fait signe qu'il nous restait 5 petites minutes. Si peut-être... Le moment que je me dévoile. Je plaisante. T'imagines si tu avais peut-être une recommandation, alors je te laisse choisir soit à toi du futur, Ouais. soit à toi du passé. Donc, ouais, je me recommande au passé. Alors, soit tu te fais des recommandations à ton toi passé, à Khalid de Casablanca, peut-être, à Khalid de Paris, de Londres, je te laisse le choisir. Ou si tu pouvais faire une recommandation à ton toi futur. Alors, tu choisirais quoi déjà entre le passé et le futur? Plutôt le passé. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu plus mature, donc je pense savoir où je vais. Ok. Mais dans le passé, c'était toujours un peu plus compliqué de savoir. Mais en fait, qu'il faut prendre des risques. Aussi simple que ça. Et que si tu es heureux, reste heureux. C'est les recommandations que tu ferais. Si tu es heureux, reste comme tu es et fais ce que tu as à faire. Si tu es malheureux, change.
s'il y a quelque chose où ça va pas, faut avancer, faut voir autre chose. C'est le plus gros conseil que je pourrais me donner et de ne pas avoir peur au changement.